Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sur le terrain. Aujourd'hui, nouvel épisode avec nouveau format, cette fois-ci avec des invités. Donc jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup d'épisodes avec les membres de l'équipe de Jumpstart Studio. Et aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, Charlotte Mertz, du coup, que je connais depuis plusieurs années même maintenant, je dirais. Ça fait un petit moment qu'on se quoi. 2019, je crois. Ouais, je sais même pas si c'est peut-être pas avant, tu sais, au lab. Ouais, 2018-2019. Ouais, je crois que ça commence à remonter maintenant. Quelque chose comme ça, du coup, qui est active un peu dans le secteur de la communication sportive sur Lyon. Ouais. Et qui a une petite expérience. Donc l'objectif, c'est que on puisse aborder avec toi notamment des sujets plutôt activation. Ouais. Je sais que tu as été pas mal active sur ces sujets-là ces derniers mois au cours de ta précédente expérience professionnelle. Yes. Donc c'est un peu l'idée, mais avant de débuter et de parler, on va dire, plus technique, entre guillemets, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous parler de ton parcours, pourquoi aussi, plus que ton parcours, c'est même pourquoi tu t'es dirigé vers ce genre de métier. Ouais. Et puis voilà, tout simplement... je suis comme si j'étais un recruteur et le but, c'est que tu me... Entretien d'embauche. Ouais, non, pas vraiment. Mais voilà, le but, c'est de te présenter, que les gens qui nous écoutent puissent apprendre à te connaître. Super. Déjà, merci pour l'invitation. Premier podcast pour moi et je suis ravie de le faire avec toi. Comme je dis, on se connaît depuis quelques années maintenant. Donc moi, je m'appelle Charlotte Mertz, j'ai 26 ans. Je suis aujourd'hui consultante en freelance. Mais avant ça, j'ai fait quelques petites choses. Je suis encore jeune, mais j'ai fait quelques petites expériences dans la communication et dans le sport notamment. Moi, je fais partie des gens qui étaient au lycée complètement perdus sur leur parcours, à qui on présentait des parcours type droit, commerce, médecine. Je me disais, c'est pas du tout fait pour moi, comment on va faire ? Et en fait, je suis venue dans la com par la photo, parce que j'ai fait des expos de photos étant très jeune. J'ai fait des projets avec des MJC, ce genre de choses. Je suis allée chercher des subventions publiques. Et en fait, on m'a expliqué que ce métier-là, c'était chef de projet. Donc, je me suis dit, bon, on va s'y intéresser un petit peu. Je suis rentrée à la fac, pareil, sans trop savoir ce que j'allais y faire. Mais j'ai fait le choix d'aller à la fac, de faire un double diplôme, donc en communication et en italien, qui est un peu ma deuxième langue. J'ai un vrai attrait pour ce pays, pour cette culture. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de grappiller quelques points sur la licence en faisant ça. Et pendant ces 3 années à la fac, j'ai pu travailler à côté. Et c'est là que j'ai fait mes tout premiers pas dans le sport. Puisque première année à la fac, j'ai fait l'UEFA Euro 2016. Okay. Donc le truc cool avec la fac, c'est qu'on finit tôt les cours. Et donc j'ai pu travailler pendant quasiment 2 mois à l'UEFA pour l'Euro 2016 qui se passait à Lyon, comme volontaire. Donc première expérience pro, première révélation, piquée par le sport et j'ai pas réussi à en sortir après. Alors j'ai une famille qui est quand même bien dans le sport. Ma mère joue au volley depuis très très jeune, elle a fait des compétitions, elle nous a mis très jeunes dans le sport. Mais j'étais pas une grande sportive. C'était vraiment plutôt le côté émotion en fait que me transmettait le sport qui m'intéressait. Et là, en travaillant vraiment dans les coulisses d'un événement international, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire en fait. Ouais, t'as une adrénaline que t'as pas trop dans d'autres métiers plus classiques, entre guillemets. Ouais, exactement. Tu vois les yeux des spectateurs de 3 ans à 100 ans qui pétillent quand ils passent les portes d'un stade, qui vont tous se lever au moment d'une action. Je suis vraiment rentrée dans le sport par le football, en fait, finalement. Mais cette réalité, elle est vraie avec tous les sports, donc c'était assez fou. Et voilà, je me suis dit, voilà, c'est bon, j'ai enfin compris ce que je voulais faire. Et donc là, pendant mes 3 années de fac, j'ai vraiment continué. J'ai travaillé pour des associations dans le sport. J'ai travaillé pour le Run Lyon, une course qui est assez emblématique maintenant à Lyon. J'ai ensuite fait un service civique. C'est là où on s'est rencontrés. On était au Comover Lab tous les deux. Moi, j'ai essayé d'animer un peu ce beau monde au travers de Sport Connect Lyon, qui était une association qui était vraiment sur la promotion du sport à Lyon. Pareil, nouvelle révélation, rencontrer plein d'acteurs, développer mon réseau. C'était cool de pouvoir le faire à un si jeune âge finalement parce que on ne l'apprenait pas tellement à faire ça à la fac, donc c'était cool de le faire. Et après, j'ai fait des études plus classiques, on va dire, un master en école privée pour faire une alternance en fait finalement. Et là, j'ai fait une alternance la première année chez Comover, un de vos clients. Et là, pendant 1 an, j'ai pu travailler sur la NBA, c'était incroyable également. J'ai pu travailler sur Mastercard aussi, c'était très beau souvenir pro. Pareil, tu accompagnes les petits qui rentrent avec les joueurs sur des matchs de Champions League, qui te regardent comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Ça, c'était très cool aussi. Et après, dernière année d'alternance, j'ai travaillé pour une start-up dans le running. Pareil, complètement différent.
Mais c'était un peu mon but aussi. Au travers de mon parcours, je me suis dit, allez, on donne 5-6 ans d'études. Moi, j'ai fait une année de césure avec mon service civique, donc je me suis laissé 1 an de plus. Mais je me suis dit, allez, on va tester le maximum de choses pour un peu avoir une vision de qu'est-ce qu'on fait après les études et qu'est-ce qu'on veut découvrir après et sur quoi on veut se spécialiser. Et du coup, finalement, tu as pris ta décision? Ouais. Tu t'es spécialisé sur quoi? Finalement, c'est comme à chaque fois, comme chacun de mes boulots, comme chacun de mes missions, chacun de mes projets, c'est une rencontre en fait. J'avais rencontré une fille à Comover qui s'appelle Julia, avec qui ça avait vraiment matché, qui m'avait donné ma chance au moment notamment du NBA Paris Games. Et on est restés copines. Et en fait, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, je rejoins une agence, je pense que ça fit très bien avec toi. Et moi, je ne me voyais pas du tout dans le monde de l'agence à la base. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à l'école, on nous donnait une mauvaise vision de l'agence, tu vois, tout le côté toxique des agences. Mais moi, je ne me voyais pas finalement là-bas. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer les deux dirigeants. Ça a bien matché. Les sujets étaient très cool. Les clients étaient très intéressants. Donc, j'ai rejoint l'aventure. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, 3 ans pour l'agence Green Garden. Et ça a été vraiment une chouette expérience. Du coup, moi, ce qui me frappe un peu, du coup, vu qu'on se côtoie un peu, on se suit, pas toujours de très près, mais on se suit toujours. Tu as toujours voulu faire plein de trucs. Enfin, on sent que tu es hyper active et que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais et par aussi, finalement, un peu l'environnement dans lequel tu travailles. Et du coup, déjà, je voulais te féliciter parce que c'est agréable d'avoir des gens comme ça et des jeunes, même si je ne suis pas beaucoup plus vieux, je suis quand même un peu plus vieux, des jeunes qui ont cette passion et cette flamme. Et comment ça t'est venu justement un peu cette flamme? C'est quoi ton rapport justement avec ton métier, avec ce que tu fais? Moi, je dis toujours que j'ai la chance en fait de faire un métier passion. Ça fait un peu la phrase chiante, tu sais, sur LinkedIn, des gens qui disent qu'ils font leur métier passion. Mais moi, c'est vraiment le cas. Je suis animée par ce que je fais. Je suis animée par ce milieu du sport, par les émotions finalement que ça transmet. Encore une fois, je ne suis pas une grande spécialiste du sport. Tu vois, je ne vais pas pouvoir te sortir les derniers médaillés, tout le championnat français, les points exactement qui a gagné tel ou tel championnat. Mais ce qui m'anime, c'est vraiment ce que ça transmet, ce que le sport transmet comme émotion, comme valeur. C'est ça qui m'a animée dès le départ. Je pense que je suis venue par le sport, par ma maman. En fait, j'ai été vraiment... je sais pas, je pense que ça a été aussi par son éducation. Elle a vraiment eu une discipline du sport dès très jeune. Elle nous a mis au sport dès très jeune en nous disant toutes les valeurs positives que ça pouvait avoir. Et elle nous a souvent amenés aussi j'ai été très jeune dans des stades, j'ai été très jeune devant la télé, devant des compétitions internationales. Je pense que ça a joué. Et une culture du sport avec un grand S, tu vois. Vraiment découvrir plein de sports, pas s'arrêter au sport très médiatisé. Elle faisait du volley, donc je me rappelle petite, à chaque fois qu'elle découvrait que sur l'équipe TV, il passait un match de volley, ça y est, la maison s'arrêtait parce qu'elle nous mettait devant le sport. Mais ouais, je pense que j'ai la chance de faire un métier passion. Je m'en suis aussi donné les moyens de travailler dans ce secteur-là. Je t'avoue que ça n'a pas toujours été tout rose. C'est ce que je raconte aussi maintenant à mes étudiants, parce que j'ai commencé à donner des cours récemment. Ça n'a pas été tout rose. Hein. Je suis une femme, j'ai commencé très jeune. J'ai eu aussi le côté un peu négatif du sport, mais ça a aussi permis de me forger une carapace. Et ces expériences-là, elles m'ont forgée finalement. Donc, voilà. Finalement, c'était un peu... Tu as été peut-être piquée au sport très très jeune, mais ça a été peut-être une révélation un peu sur le tard. Clairement. Tu t'es pas dit au début, allez hop, je veux aller dans le sport. C'est vraiment, tu t'es donné les moyens d'atterrir dans le sport finalement, quoi. Ouais, je pense que si tu poses la question à mes proches, ils me voyaient clairement chargée de projet, chef de projet dans un musée, vraiment dans un tout autre domaine. Peut-être dans le tourisme aussi, parce que j'ai vraiment un gros attrait pour le tourisme, mais personne ne me voyait dans le sport. Enfin, vraiment, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais travailler pour l'UEFA, pour l'Euro 2016, j'ai eu des grands yeux dans le salon en me disant « Mais attends, qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu vas être volontaire pendant 2 mois ?» Bon, trop cool, tu vois. Ils étaient contents, mais ça a surpris pas mal de personnes. Et l'expérience de bénévolat, en plus, quand tu rentres dans un événement sportif de cette envergure-là, tu es vraiment dans ta bulle, en fait, pendant 2 mois. J'ai fait de très belles rencontres, des rencontres avec des personnes que je côtoie aussi toujours aujourd'hui. Donc tu vois, c'est marrant, c'est aussi des liens qui se créent, qui sont forts. Des gens avec qui je vais travailler même dans les prochains mois et que j'ai rencontrés à ce moment-là. Donc tu vois, c'est des relations sur le long terme finalement. Mais ouais, vraiment piquée par cet événement, piquée par toutes les émotions que j'ai pu ressentir. Et peut-être aussi le fait que... ça donnait sens à tout ce que j'apprenais en cours, tu vois. Je mettais un peu en pratique tous ces termes trop théoriques que j'avais en cours. Là, je me disais, attends, là, c'est un peu plus concret, ça me plaît un peu plus.
Et du coup, pour rester sur toi, avant de passer à la partie vraiment, on va dire, plus activation, etc., qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, il me semble que tu m'as dit là, que tu avais une nouvelle expérience un peu sympa, toujours dans le secteur du sport qui allait venir là, ces prochaines semaines. La semaine prochaine, d'ailleurs, je crois. Donc, je pars dans quelques jours, Je suis ravie de pouvoir travailler autour d'un événement comme celui-ci. Il n'y a pas eu lieu depuis 100 ans en France, à Paris, donc c'est assez incroyable. On débute dans le vif du sujet. Moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler un peu des activations que l'on voit de plus en plus et qui sont pour moi essentielles dans une stratégie de sponsoring plus globale. Nous, on travaille, mais plus sur la partie contenu. On travaille un petit peu avec Jumpstart, sur des sujets d'activation, mais vraiment... assez concret, quoi. On va produire la vidéo, etc. Toi, tu as eu un rôle un peu plus global sur ce sujet-là. Avant que tu nous parles un peu de cas concrets, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une activation et à quoi ça sert ? Si on devait donner une définition, pour moi, une activation, c'est ce qui va donner vie à ta campagne de communication. C'est vraiment l'action qui va donner vie à ta campagne de communication et qui va te permettre d'engager le consommateur. C'est, au niveau de la strate de com, tu vas inventer une jolie histoire, tu vas raconter une jolie histoire pour promouvoir un produit, une marque, un service. L'activation, c'est le concret. Qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Que ce soit une activation social media, comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, j'étais plutôt peut-être sur le plan événementiel et peut-être des fois stratégie 360. Donc voilà, c'est quelle action concrète tu vas mettre en place pour donner vie à cette campagne de communication, à cette stratégie de communication, pour toucher le conso, lui faire vivre des émotions, lui faire vivre des expériences aussi. C'était aussi le point d'honneur, entre guillemets, que je me mettais aussi sur mes projets. Je pense que ça serait ma définition en tout cas. Et du coup, quel est le rapport avec le sponsoring ? Parce que je sais que certains, parfois, ont tendance à faire un peu l'amalgame. Moi, de ce que je sais et de ce que j'en comprends, une marque va payer un ayant droit ou un club pour avoir des droits de sponsoring ou de l'affichage ou des choses, mais ça c'est une chose. Mais après, il a aussi des droits d'activer les joueurs, d'activer des matchs, d'activer etc. Et c'est à ce moment-là finalement que tu es intervenu à l'époque, c'est ça ? Exactement. On peut se donner l'exemple par exemple d'un maillot de football. Un maillot de football, il est couvert en général de sponsors. Et finalement, le partnership, donc vraiment le partenariat, c'est cette signature entre un ayant droit et un club. Mais après, au-delà de ça, c'est cool d'avoir signé un contrat. En général, il y a de l'argent derrière, ça c'est intéressant. Mais comment tu en informes ton consommateur qu'il y a eu ce nouveau partenariat de signer ? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ce partenariat il fasse sens et qu'il soit connu de tous ? Et comment finalement tu crées du contenu, tu animes ta communauté au travers de ce partenariat ? Parce qu'en général, les partenaires autour d'un club de football, mais c'est vrai dans plein d'autres situations, ils vont aussi permettre à des acteurs de proposer plus de choses, de proposer des expériences différenciantes, d'enrichir leur offre, tout simplement. Et toi, comment du coup... Comment tu réussissais à convaincre les gens de faire une activation ? Pourquoi finalement une marque ou une entreprise doit pas s'arrêter au simple avoir son logo sur le maillot et doit essayer d'activer ce partenariat ? C'est quoi l'intérêt derrière ? Moi, mon rôle, j'intervenais en réalité, j'intervenais souvent après la signature de ce contrat de partenariat. On a rarement été, en tout cas avec l'agence, sur des signatures de contrats, c'est assez rare. Mais on l'a fait pour certains cas, je pense au cas par exemple de Salomon. On était très proche d'un label de musique qui s'appelle Saboteur à Paris. Et là, pareil, il y avait une réflexion économique avec la volonté de créer un événement plus gros, en fait, finalement. Et donc, nous, on a fait rencontrer les équipes de Salomon qui avaient vraiment une volonté de finalement créer un partenariat avec des acteurs de la musique, avec ce côté street culture, lifestyle, musical, rap. Et finalement, là, on a créé le partenariat et on a écrit la belle histoire derrière et on a imaginé l'activation qui était un concert en fait à Paris avec toute l'activation de marque, des activations conso pour les invités de la soirée, habiller tous les artistes qui étaient présents pour la line-up. Ça, c'est on va dire une activation assez particulière que j'ai pu faire. Dans le cadre du sport, en général, j'arrivais après. En général, quand tu travailles dans le football, notamment autour de maillots, on va souvent te donner des petites infos.
On va te donner le storytelling qui a été imaginé par exemple par les équipes marketing en disant voilà, nous on a créé ce maillot-là, on n'a pas mis des couleurs pour te mettre des couleurs. L'idée c'est qu'on a mis ces couleurs-là parce qu'on veut véhiculer cette valeur-là, on veut véhiculer cette histoire-là. Et donc nous, à des moments, il a fallu qu'on donne vie en fait à cette histoire-là, qu'on la légitimise déjà parce que des fois pour les supporters ça pouvait paraître un peu étonnant ou un consommateur qui lirait un brief de marketing, je suis pas sûre que ça soit hyper clair pour lui. Ils se disent ok, qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter à travers ça? Mais là finalement, nous il fallait qu'on donne sens et qu'on donne vie. Moi je disais, on écrivait une petite histoire autour de cette histoire maillot finalement. Et ensuite à travers ça, on imaginait une activation et on créait de la cohérence surtout entre les activations. Et du coup, typiquement, une marque, une entreprise, finalement, elle va avoir plusieurs temps forts, plusieurs activations qui peuvent prendre différentes formes. Est-ce que tu peux, 2-3 exemples, donc tu as parlé d'activation social média, tu as parlé un peu d'événementiel. Est-ce qu'il y en a d'autres, des formes d'activation qui peuvent être faites par une entreprise? Oui, il peut y avoir aussi des activations, ce qu'on appelle Drive to Store ou Drive to e-Store, par exemple, pour créer aussi de la conversion, parce qu'une marque, quand elle vient te briefer, elle essaie aussi de vendre un produit. Donc finalement, c'est pas se focuser uniquement sur l'objectif d'awareness, mais aussi sur l'objectif de conversion, finalement. Et ça peut prendre différentes formes. On pouvait imaginer des campagnes d'influence, par exemple. Ça, c'est l'activation influence. Donc là, c'était des stratégies un peu différentes. J'ai l'exemple, par exemple, de G-Shock dans les campagnes social media qu'on imaginait avec des créateurs de contenu. On réfléchissait aussi à cet aspect de Drive to e-Store, puisqu'on avait créé une landing page, donc un site web pour la page France, pour mettre en avant les photos de la campagne qu'on imaginait avec un créateur de contenu, par exemple. Donc là, vraiment, on était de la réflexion de... on choisit le talent, on imagine la création de contenu et donc le shooting photo qui allait avec, mais on allait jusqu'à la création des assets pour la plateforme en ligne, pour le site web qui allait permettre à la personne d'acheter sa montre ensuite. Finalement, vous avez aussi, de ce que j'ai vu de ce que vous faisiez, il y a aussi beaucoup d'influence finalement. Vous faites beaucoup appel à des influenceurs, créateurs de contenu, youtubeurs, peu importe, des personnes sur Instagram, pour raconter l'histoire et pour aussi lui donner un écho plus important. Nous, on a souvent le cas, c'est qu'on ne fait pas du tout d'influence ici chez Jumpstart. Et de plus en plus, on a des marques ou des entreprises qui nous disent c'est bien beau, mais je ne vais pas mettre 4 000 € dans une vidéo si elle sera diffusée sur mon pauvre compte Instagram à 150 abonnés, quoi. Donc, vous veniez aussi vous appuyer sur l'image de certains créateurs pour donner un petit peu plus d'impact à vos campagnes d'activation. Oui, on avait différentes réflexions par rapport à l'influence. Moi, quand je rejoins l'agence en 2021, j'ai jamais fait vraiment d'influence pure et dure. Donc j'ai vraiment beaucoup appris à l'agence à ce sujet-là. En fait, on avait différentes réflexions via l'influence. On voulait aussi, sur certaines des marques avec lesquelles on travaillait, on voulait aussi changer l'image de la marque. Et en général, on parlait plutôt de talent. Parce que ça permettait, tu vois, d'avoir une catégorie un peu plus large, que nous, on travaillait beaucoup avec des artistes également. Donc tu avais les artistes, les créateurs de contenu, mais également les sportifs qui pouvaient rentrer dans cette catégorie de talent. Je pense notamment quand on a imaginé des lancements de produits avec Adidas par rapport à l'Olympique Lyonnais. Tu pouvais aussi targeter une autre cible en utilisant aussi l'audience d'un créateur de contenu. On pouvait aussi donner un visage finalement à un produit dans le cadre de campagnes comme on a pu le faire avec G-Shock ou même avec Salomon dans le cadre de sortie de produits. Mais bien sûr, c'est l'objectif numéro 1, c'est aussi... booster la visibilité du produit au travers de l'audience du créateur de contenu. Et donc là, nous, on était vraiment je pense sur un premier plan, on était vraiment sur de l'apprentissage, mais aussi, tu vois, ce côté pédagogique de bien comprendre l'influence, de l'expliquer aux clients et aussi peut-être de valoriser aussi certains créateurs de contenu. Parce que certaines marques ont une image assez faussée, en fait, de l'influence. Notamment l'image sur les médias, voilà. Pas toujours très, très glorieux. Non, en effet, c'est pas très glorieux. Nous, on avait vraiment à cœur à l'agence de mettre en avant certains créateurs de contenu qui proposaient des contenus de qualité, qui avaient une vraie ADN, qui matchaient aussi avec l'ADN de l'agence. L'agence a vraiment un ADN fort sur le lifestyle, sur la street culture, et c'est quelque chose qu'on essayait vraiment de mettre vraiment en avant, tu vois. Et on essayait d'amener aussi ces créateurs qui étaient peut-être moins vus sur d'autres marques. On faisait des gros travaux aussi sur le fait de
checker le background aussi de certaines marques actives, par exemple des créateurs de contenu, mais se pose peut-être pas assez la question de est-ce que ce talent a déjà travaillé par exemple avec le concurrent, est-ce qu'il a déjà fait quelques petites bourdes dans les médias ou ce genre de choses. Nous, c'est quelque chose qu'on faisait, en tout cas on prenait soin de regarder ce qui avait été fait par le passé aussi, et on les valorisait surtout sur nos recos. Ils étaient très souvent au cœur de nos recommandations. Et un dernier point que vous faisiez, que vous faites beaucoup, c'est la partie événementielle finalement. Ouais. Une activation, c'est aussi beaucoup créer l'événement, quoi. Organiser un rassemblement avec... y a eu des food trucks, des choses comme ça, des shows de food freestyle avec un ancien employé, etc. Tout à fait. Il y a aussi une grosse partie, en tout cas dans ce que vous faisiez, une grosse partie événementielle dans vos activations. Ouais, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas tellement quand je suis arrivée à l'agence et qu'on a de plus en plus fait, tout simplement parce que nos clients nous challengeaient pour nous lancer sur ces sujets-là. Les tout premiers sujets événementiels, on les a eus avec Adidas, notamment avec l'Olympique Lyonnais. Dans le cadre de la sortie d'un nouveau maillot, on était en charge finalement des 3-4 maillots en fonction des années, mais également des gammes qui sont autour de ces sorties produits. Et donc nous, on estimait qu'il fallait aller plus loin en fait, que le storytelling, que l'histoire maillot finalement qui nous était proposée. On imaginait à chaque fois de la création de contenu. On a organisé pas mal de shootings photos et vidéos avec les athlètes, mais également aussi avec des fans. C'est important pour nous aussi de mettre les supporters au cœur des campagnes pour finalement que ça fasse sens et que ça leur donne envie finalement d'acheter le produit. Mais on s'est aussi posé la question, et ça a été vraiment le cas cette année, notamment tu as parlé de food truck, ça a été vraiment le cas. On était notamment sur le maillot domicile, sur un maillot qui avait une histoire très forte autour de la gastronomie, autour de la culture lyonnaise. Et on avait vraiment à cœur, que ce soit Adidas, que ce soit l'Olympique Lyonnais, que ce soit nous, de penser l'événement et de penser l'activation pour le conso, pour le core fan, ce qu'on appelle le core fan. Donc vraiment pour le supporter qui vient tous les week-ends au stade, que les résultats sportifs soient positifs ou non, il est toujours là. Et donc on a vraiment pensé toute l'activation globale pour lui. C'est-à-dire qu'on a notamment imaginé un événement pour le lancement du maillot. En général, ces soirées-là, elles sont réservées aux influenceurs, aux médias, aux proches du club. Nous, on s'est dit, on va bien sûr convier ce public-là, mais par contre, à plus de 50%, la soirée, ça sera des supporters lyonnais. Donc on a mis en place toute une mécanique pour finalement engager les supporters lyonnais, en essayant aussi de remercier les fans, tu vois, qui sont toujours là, qui sont les premiers à acheter les maillots aussi. Mais en tout cas, on a vraiment pensé l'activation pour eux. C'est pour ça qu'on est allé sur le Lyon Street Food aussi, en voulant toucher un public encore plus large. C'est pour ça qu'on a fait venir le food truck aussi sur le dernier match de la saison. Vraiment, on voulait penser l'activation pour le supporter. Alors moi, on était vraiment deux en pilotage sur le projet, et on disait qu'on était un petit peu les chefs d'orchestre. On était un peu, tu vois, les personnes dans l'ombre qui essayaient de faire en sorte que tout se passe bien. Donc on était à la fois en charge dans le cadre de mon Master 2, en fait, j'ai fait un Master en planning stratégique. Donc moi, j'étais vraiment, dès le début du brief, c'est moi qui ai vraiment synthétisé le brief et finalement l'idée d'une certaine façon, la recommandation stratégique avec les équipes en leur apportant pas mal d'informations. J'ai été sur la partie réflexion et création finalement de la stratégie de communication et des activations, jusqu'à la réalisation, jusque le soir du Lyon Street Food à distribuer les sandwichs, parce qu'à un moment, il fallait que certains partent en pause. Donc finalement, tu vois, c'est ça aussi qui me plaît dans le côté, tu parlais d'hyperactivité tout à l'heure, le côté chef de projet aussi, ça qui m'intéresse, c'est que finalement, tu fais 10 000 choses différentes. Fois, tu prends un peu de hauteur, mais pour autant, tu es encore un peu sur le terrain. Et c'est des profils un peu... Enfin, c'est des missions un peu hybrides, quoi. Oui, tout à fait. Faut donner un peu du sien et mettre la main à la pâte. Moi, j'aime bien, j'aime bien sur certains projets. Je sais qu'à l'agence, j'ai même donné des fois des avis sur des directions artistiques pour certains shootings et tout ça. Donc non, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que j'avais la chance à l'agence d'être beaucoup écoutée. On travaillait très, très bien en équipe. Donc l'idée, c'était aussi de se dire... finalement, la bonne idée, elle peut venir de n'importe qui. Et on était vraiment à l'écoute des idées de tout le monde. Et c'est ce qui a fait que finalement, les projets ont très bien marché. Je crois que le maillot domicile de l'OL, c'est un des meilleures ventes en fait, de l'OL de l'histoire du club. Donc, on était aussi fiers d'avoir participé à ça à notre échelle, finalement. Donc voilà. Du coup, si je récapitule, il y a à peu près trois avantages
de faire des activations, parce que finalement, on ne fait pas qu'une activation. Le but, c'est vraiment que ça soit une stratégie qui s'inscrive sur le long terme. La première, je dirais, c'est quand même l'image et on va dire le faire connaître, quoi, de créer un peu l'événement et de faire parler de sa marque. La deuxième, c'est la visibilité par l'influence ou par de l'ADS, etc. Et la troisième, c'est un peu l'histoire, quoi, le storytelling. C'est bien beau de payer je ne sais combien de milliers d'euros pour afficher son logo sur un maillot, mais si derrière, on n'en fait rien et on n'active pas tout ça, ça sert à rien. Donc finalement, si je comprends bien, quand une entreprise ou quand une marque décide d'aller sponsoriser un club ou une ligue ou une fédé ou peu importe, il faut prévoir le budget pour le club, pour avoir le droit d'afficher son logo, mais il faut aussi prévoir le budget pour derrière raconter une histoire autour de tout ce partenariat. Donc c'est vraiment un ensemble finalement. Il faut le penser en ensemble, mais je pense que pour... alors ça dépend, on se parle de différentes typologies finalement de partenaires. Une entité comme Adidas va peut-être pas réfléchir comme une entité qui va créer un partenariat avec un club en local. Mais finalement, il faut avoir la même réflexion dans le sens où, pour moi, pour qu'un partenariat fasse sens, c'est aussi comment le partenaire inscrit finalement le partenariat dans sa communication aussi à lui. S'il imagine des expériences, par exemple, dans le cas de l'Olympique Lyonnais, un partenaire de l'Olympique Lyonnais imagine ce partenariat que en direction du club, ça peut être un petit peu... finalement, c'est pas terrible pour lui. C'est intéressant de réfléchir, tu vois, au global. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Betclic récemment, qui avait imaginé on a imaginé une activation conso qui était vraiment super chouette au stade dans le cadre de la rencontre Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. Donc vraiment, on a privatisé le musée de l'OL pour imaginer une expérience et faire gagner des places finalement au conso. Là, il y avait vraiment cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'ils ont même intégré de remettre des free bets, qui est finalement leur monnaie sur l'application, au conso. Donc finalement, tu vois, ils ont intégré aussi les codes de la marque au-delà des codes du club. Il faut vraiment penser finalement l'activation globale, mais c'est sûr qu'il faut que tu intègres, au-delà de la signature de ton partenariat, ce budget annuel d'activation et de communication de manière plus générale. Parce que je sais que j'ai entendu dire que certaines marques ou certaines entreprises, en fait, elle payait les droits et derrière, elle faisait rien, quoi. Donc finalement, tu viens juste répondre à un seul des trois piliers qui est finalement la visibilité. Et encore, tu pourrais aller même plus loin dans la visibilité si jamais tu activais ce partenariat. Et je crois, j'avais vu une stat, je sais plus, mais je crois que c'est 30 à 40% des partenariats qui ne sont pas spécialement activés, quoi, parce qu'en fait, ils mettent tous leurs œufs dans le... Dans le premier, dans la signature. Ça peut coûter tellement cher, des fois, qu'ils mettent tous leurs œufs là-dedans, et derrière, ça grince un peu des dents pour écoute, ça ne me surprend pas, cette stat que tu me partages, parce que je pense qu'on est vraiment, tu vois, sur le step one de tout ce qu'on pourrait faire en partenariat. Finalement, moi, j'adore, c'est ma petite passion, quand je cherche sur LinkedIn les meilleures activations, et je me les garde, tu vois, ou je les partage à des proches avec qui j'ai l'occasion de travailler. Mais c'est sûr que je pense qu'ils sont à un pourcentage trop faible. Les marques sont encore sur un pourcentage trop faible d'activation de leur partenariat. Nouveau, finalement. C'est récent. C'est assez récent. Je ne sais pas de quand ça date, mais non plus, c'est assez récent et ça prend de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, maintenant, il y a carrément des agences qui se lancent, qui sont vraiment spécialisées sur l'activation. Oui, qui ont ce positionnement-là, parce que finalement, moi, c'est ce que j'appelle le brain content aussi. Tu vois, c'est vraiment une de mes expertises aujourd'hui. C'est vraiment de se dire comment on va au-delà de ce partenariat, comment on le réinvente. On va pas simplement, on va se reprendre le cas du maillot de foot, ça fonctionne bien, mais on va pas simplement faire un article dans la presse pour dire qu'on a signé tel ou tel club. C'est cool, mais qu'est-ce que tu racontes derrière? Pourquoi tu t'es associé à ce club-là? Quelles sont les valeurs que tu as voulu, qui vous relient finalement? Est-ce que tu as par exemple la volonté de travailler avec tel ou tel athlète qui fait partie du club? Est-ce que tu as pensé à ces choses-là quand tu as signé le partenariat? Est-ce que tu veux proposer à tes clients une expérience particulière au stade? Est-ce que tu veux raconter quelque chose aussi les jours de match? Vraiment, il y a des marques qui font vraiment des activations vraiment top, mais je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire et je pense qu'on peut se lancer là-dedans et en parler des heures. Et c'est un peu aussi l'essor des réseaux sociaux, je trouve, qui a développé encore ce besoin, entre guillemets, qui a créé ce besoin de faire plus d'activation. Et maintenant, il y a des crosses, comme tu disais, musique, sport,
art, qu'on ne voyait pas trop auparavant, quoi. Auparavant, on prenait les droits d'un athlète, on le prenait en photo, on le mettait sur des 4x3 et c'était tout, on n'en parlait plus, entre guillemets. Tout à fait. Aujourd'hui, ok, il y a l'athlète, mais alors avec quel influenceur on pourrait travailler Est-ce qu'on ne pourrait pas aller, je ne sais pas, sur une expo, sur un musée? Enfin, il y a vraiment des passerelles qui se font entre chaque univers. Oui, tout à fait. Je pense à un projet on se parlait de Salomon tout à l'heure, mais avec Adidas, on a également eu l'occasion l'année passée, sur la saison précédente, de travailler avec les Nuits Sonores. Donc vraiment, il y avait un storytelling qui avait été imaginé, un partenariat qui avait été signé, en tout cas, entre Adidas et les Nuits Sonores, qui était pas forcément, tu vois, évident aussi pour les consos à la base. Et donc, il fallait imaginer tout ce storytelling-là. Et non, c'est important, je pense, de faire des parallèles entre ces territoires-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait... Finalement, tout se rencontre sur les réseaux sociaux. Donc, comment tu peux créer du sens entre le territoire du sport, du lifestyle. Mais finalement, on peut aller beaucoup plus loin sur l'entertainment. On le voit, par exemple, dans le cadre de compétitions maintenant, comme la NBA Paris Games. Quand tu vois les invités, on a vraiment... des créateurs de contenu et des talents de différents horizons qui sont conviés à l'événement. On voit l'essor aussi de la MMA où finalement ça touche un public fou. C'est fou. Donc un public hyper large. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ces territoires peuvent se rencontrer. Et je pense que c'était aussi ce qu'on voulait faire, nous, à l'agence. On était vraiment sur les territoires du sport, du lifestyle, de l'entertainment. Et on voulait vraiment... sur toutes nos activations, quand c'était sport, on faisait venir des rappeurs, par exemple. On a fait aussi on a essayé à chaque fois de challenger les marques avec lesquelles on travaillait, tu vois. Par exemple, je sais qu'on a challengé G-Shock, on a imaginé un beach club à Biarritz l'été dernier pour vraiment mettre en avant la gamme surf. C'était une volonté de la marque en tout cas de mettre en avant cette gamme, mais comment, pourquoi, avec qui? Donc là, on avait vraiment essayé de faire se rencontrer des créateurs de contenu de territoires très différents. Et sur ce genre de sujet, tu n'étais peut-être pas dans ça, mais une marque arrive avec une feuille blanche et en mode qu'est-ce qu'on fait? Ou alors une marque arrive déjà quand même avec des idées et voilà, vous l'affinez ensemble où les deux peuvent fonctionner. Comment ça se passe de manière générale? L'agence a des clients qui lui font confiance depuis maintenant plusieurs années. Donc je sais que nos clients étaient vraiment à l'écoute des propositions qu'on pouvait leur faire. Je redonne l'exemple de G-Shock, mais c'est vrai moi j'avais vraiment un lien de confiance avec la cliente et en fait on était plutôt sur tel produit sort à telle période. On pense aller là-dessus. Mais ça pouvait être des thématiques, tu vois. Par exemple, on veut être sur l'été, on va être sur le vibe summer. Comment on peut articuler? On pensait mettre en avant telle gamme, mais on ne veut pas se limiter à telle gamme. Comment on imagine ça? Et c'est avec l'équipe qu'on a imaginé ce beach club. Ça ne vient pas d'un seul cerveau. Mais on peut partir d'une feuille blanche pour certains projets et d'autres, sur des appels d'offres comme ceux pour Adidas, par exemple. Déjà, tu es cadré par le fait que tu as un storytelling maillot, donc finalement, tu ne peux pas non plus imaginer oui, puis les droits aussi que Adidas a avec les droits, tout à fait. Sur ce genre de projet, il faut vraiment avoir une connaissance assez pointue, entre guillemets, du sport marketing. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a les droits collectifs, il y a comment tu fonctionnes avec des athlètes qui ne sont pas Adidas, ce genre de choses qui sont importantes à prendre en considération. Mais on était quand même assez libre. Il y a des saisons où, par exemple, on nous laissait choisir le focus maillot, par exemple. On nous disait, voilà... Est-ce que ça vous fait sens, selon vous, si on fait le focus maillot sur le domicile, le maillot extérieur, le maillot third, que sais-je? Donc, on était quand même toujours assez libre. On a eu la chance. Mais après, voilà, on a eu aussi des projets sur des projets avec Vans, notamment, où là, c'était vraiment plus de l'opérationnel, même si on avait un peu de créativité. On a imaginé des expériences Drive to Store, mais ça dépend. On avait un peu les deux cas. Ok. Bah écoute, normalement là on était censé revenir sur des cas concrets, mais finalement j'ai l'impression qu'on l'a un peu fait c'est vrai. Dans la discussion, donc franchement c'est nickel. Globalement, est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet de l'activation? Parce qu'il me semble que franchement ça s'est fait naturellement, mais on a été pas mal. C'est cool, on a pu discuter. C'est cool aussi d'avoir des retours, tu vois, de visions différentes finalement, parce que je trouve d'une agence à une autre, d'acteurs du sport, de la communication, on a tous un peu nos visions et un peu notre ressenti finalement. En tout cas, ce que j'espère, c'est que les marques vont aller de plus en plus sur ces activations qui sont tournées vers l'émotion et l'expérience, tu vois, où il va y avoir de plus en plus de partenariats qui vont être mis en avant par les marques, d'aller plus loin, d'aller au-delà en fait finalement du simple brief en fait de départ qui est de j'ai signé un partenariat, je vais le mettre en avant. C'est qu'est-ce que tu peux raconter et je pense qu'il y a plein de marques qui s'illustrent là-dessus
Et du coup, cette année, tu es bien placé pour le savoir parce que tu vas y travailler. C'est quand même une grosse année. Et je suppose qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses et qu'on en voit déjà beaucoup malgré tout et qu'on va en voir de plus en plus jusqu'à cet été parce qu'il y a une grosse échéance dans l'univers du sport. Qui dit sport dit en effet activation, etc. Et là, on va être en face de beaucoup de contenu, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de choses organisées. Ça va être quand même compliqué de se différencier pour chacun, quoi, pour chaque partenaire. Et surtout que c'est une année, on parle beaucoup d'année olympique, mais c'est une année sportive chargée finalement. Quand on regarde, je crois qu'on regardait l'autre jour quand on en parlait autour du sport, mais on va enchaîner l'Euro, on va enchaîner le Tour de France, puis les JO, puis le Tour de France femmes, puis les Enfin, finalement, ça va tout va s'enchaîner à une vitesse folle. Je pense que les marques ont clairement en tête les Jeux Olympiques. On a vu pas mal déjà de marques prendre la parole autour de ce sujet. Je pense que ça va s'accélérer dans les prochains mois. Ce que je souhaite en tout cas, c'est que ça ne retombe pas. Je pense que beaucoup parlent du challenge de 2024, des marques qui prennent finalement la parole autour des Jeux. C'est très bien et je suis la première ravie que des athlètes ou que des fédérations ou que des sports profitent de cette visibilité-là permise finalement par ces partenariats avec les marques. Et j'espère que le soufflet ne va pas retomber. Parce que je pense qu'en réalité, dans notre milieu du sport et de la communication, le vrai enjeu, ça va être le post-JO. Que ce soit pour tous les professionnels qui vont devoir retrouver un emploi et qui ont été engagés sur les Jeux, autour des Jeux, parce qu'attention, quand il y a des Jeux olympiques, c'est finalement un écosystème qui se crée. Il n'y a pas que les salariés du comité d'organisation. Tout à fait, il y a tous les acteurs les agences, les agences qui sont briefées par les marques. Tu as finalement, là on a assez parlé sur les réseaux, mais tous les acteurs qui vont être engagés autour de l'hôtellerie, autour du tourisme, autour de la ville de Paris en fait, qui va être activée, de toutes les autres villes en France aussi, parce qu'on parle de Paris 2024, mais c'est plein de villes en France et en dehors de la métropole qui vont être activées. Mais, après, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je vois par exemple un acteur comme LVMH qui fait seulement son apparition finalement à travers des JO dans le monde du sport, à recruter quelqu'un en CDI. En début d'année, là, j'ai vu l'offre d'emploi pour s'occuper de toute la partie partenariat, sponsoring, pour prendre la direction de ce pôle-là chez eux. Ça doit être une création de pôle. Je ne suis pas chez LVMH, mais je suppose qu'il n'y avait personne avant. Et du coup, s'ils embauchent quelqu'un en CDI, ça veut quand même dire que, en tout cas, cet acteur-là veut s'inscrire sur le long terme dans l'univers du sport. Je suppose que les contrats avec les Antoine Dupont ou ça les Teddy Riner, etc., ils vont pas signer que pour 6 mois, quoi. Et c'est quelque chose de pluriannuel. Et ce qui veut dire qu'un acteur comme LVMH, là, va commencer à s'inscrire dans cette politique-là de sponsoring et d'activation derrière, je suppose. On n'en a pas encore trop vu. Il y a eu quelques vidéos par-ci par-là, mais pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'autres choses. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Peut-être pas tout vu non plus. Mais c'est quand même ultra positif pour le secteur du sport et pour les sportives de manière générale, bien que LVMH vont quand même aller plus vers les têtes d'affiche que les screamers du coin. Mais en tant que tel, ça va peut-être ouvrir la voie à d'autres acteurs aussi importants d'entamer une nouvelle politique et de faire des liens, des passerelles, comme on en parlait tout à l'heure avec le sport, quoi. LVMH, c'est un acteur qui avait quand même fait quelques petites choses quand même dans le sport, parce qu'ils ont quand même accompagné, dans le sport et même dans le gaming d'ailleurs, parce qu'ils avaient fait pas mal de coffrets pour des coupes. Finalement, ils ont pas mal été dans le football. Ils ont été le truc à la Coupe du Monde, la valise là. Mais finalement, c'est une visibilité, je suis d'accord avec toi, qui est subtile. Finalement, tu vois. Et c'est lié aussi à peut-être aussi des ambitions qui sont différentes par rapport à d'autres marques, finalement avec des ambitions différentes finalement. Ils ont été aussi pas mal, je crois qu'ils avaient fait le coffret aussi pour la finale de League of Legends. Donc tu vois, ils ont quand même cette réflexion, je pense, d'aller de plus en plus vers le sport, vers le gaming. Donc c'est une réflexion qui est hyper intéressante. De fait, ces jeux vont créer de l'emploi. De fait, ils en créent autour des jeux, pendant les jeux, et j'espère après les jeux. Mais ce qui est intéressant et ce qui va être challengeant finalement, c'est de faire comprendre à ces entités comme LVMH ou comme tant d'autres. Oui, alors ça c'est un temps fort, c'est les JO, mais finalement l'histoire du sport, elle a lieu tous les jours. Et il y a des dizaines et des centaines finalement de compétitions sportives chaque année. Il y a des dizaines et des centaines et des milliers d'athlètes
hyper intéressants, des storytelling, des récits finalement racontés. Moi, j'ai la chance d'accompagner actuellement un podcast que je te recommande qui est championne du monde, qui est porté par Cléo Hénin, qui a vraiment comme volonté de mettre en avant des récits de femmes qui font le sport. C'est important de réfléchir déjà à se dire, il y a plein d'acteurs qui vont être impliqués sur ces jeux, qui vont être impliqués autour de l'Euro. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on fait en 2025 ? Et comment on poursuit cette histoire pour pas que ce soit du one-shot, en fait. Pour pas qu'il y ait aussi ce bad buzz aussi pour certaines marques de se dire, vous êtes un peu opportuniste, vous avez vu l'opportunité Jeux Olympiques à Paris, vous vous êtes dit, allez, on y va. Mais finalement, est-ce qu'on peut pas continuer cette histoire ? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin ? Encore une fois, est-ce qu'on peut pas créer une histoire autour de cette activation, autour de ce partenariat et le faire perdurer dans le temps ? Et messieurs, dames, il n'y a pas que du foot. Vous pouvez aussi... Spoiler alerte. Il y a d'autres sports intéressants sur lesquels, en plus, vous allez peut-être plus facilement aussi... Alors, je pense là, on parle beaucoup de gros acteurs, mais je pense que ce genre de sujets que l'on aborde sont aussi accessibles pour des plus petites entreprises parce que, OK, les montants que l'on voit dans le foot ou même dans le rugby sont mirobolants, mais il y a d'autres petits athlètes, il y a d'autres petites histoires à raconter. Alors peut-être elles n'auront pas un écho aussi important que si on parle d'un club de foot, mais par contre le budget, il sera aussi beaucoup moins important. Et du coup, pour moi, c'est ouvert finalement à... Il faut quand même avoir un minimum de moyens, mais c'est ouvert à même des plus petits acteurs. Donc là, on a parlé des JO. Les JO, c'est pas ouvert aux petits acteurs. Mais le sponsoring d'athlètes et l'activation d'athlètes, c'est ouvert à des entreprises qui sont malgré tout aussi plus petites, des PME même, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Parce que y a des athlètes de sport mineur qui galèrent beaucoup dans leur quotidien et qui sont justement super demandeurs à la recherche et bien plus accessibles que des joueurs de foot, par exemple. Ouais. Je pense notamment à, tu dois les connaître, Act for Sport. Ils avaient lancé vraiment cette dynamique-là de se dire, en fait, il n'y a pas que la Ligue 1, il n'y a pas que la Champions League. Alors, il y a plein d'autres niveaux finalement et plein d'autres acteurs qui peuvent être targetés où on peut avoir une réflexion de sponsoring, comme tu le disais, avec un budget. Mais je trouve ça beaucoup plus pertinent d'aller sur un plus petit budget, mais mieux penser l'activation, mieux penser le storytelling, que se dire on met le budget annuel, on y va, mais après on peut plus rien faire de l'année parce qu'on n'aura plus de budget. Les marques, elles ont tout intérêt maintenant à se lancer sur d'autres sports. Le football aujourd'hui est clairement saturé, donc c'est aussi intéressant de s'intéresser à d'autres sports. On a vu quand même, je trouve, un vrai élan autour du rugby, même s'il y avait quand même une grosse appétence pour le rugby en France déjà. Mais là, il y a vraiment quelque chose, il y a une effervescence derrière cette équipe. Je pense au biathlon aussi, avec les filles qui se sont illustrées, qui nous ont fait vraiment crier devant la télé finalement. Donc il y a plein d'athlètes finalement à découvrir, il y a plein de belles histoires à découvrir, et il y a plein d'athlètes à accompagner, à soutenir, et plein de belles histoires à créer entre des marques et ces acteurs du sport. Écoute Charlotte, il me semble qu'on a été plutôt pas mal. Ouais. On a fait le tour de tous les sujets que je m'étais notés. Trop bien. C'était super intéressant. Je pense que ça va faire un bon podcast. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont apprécié cet échange, ont apprécié apprendre à te connaître aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Juste te remercier. C'était vraiment trop chouette de pouvoir échanger avec toi et d'avoir ton avis sur ce sujet de l'activation et de pouvoir un peu mieux découvrir aussi certaines choses sur Jumpstart. Donc, trop contente d'avoir participé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup ? Je me souhaite plein de beaux projets dans le sport, dans la communication, plein de découvertes et plein de projets hyper actifs. Bon, écoute, merci beaucoup Charlotte. C'était le podcast Sur le terrain. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.